D'où viennent les figures de style? Alors avec cette question, on a l'impression d'avoir une espèce de pastiche ou de paraphrase du refrain de la chanson là, de France Gall, hein, qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école, hein. C'est ce sacré Charlemagne. Qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école? Qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école? C'est ce sacré Charlemagne, sacré Charlemagne. Charlemagne, pas Kid Charlemagne, hein. Kid Charlemagne, c'est une référence à Malcolm, hein, je le rappelle, j'en profite, hein, j'ai pas toujours l'occasion de le faire. Mon pseudo Kid Charlemagne, c'est pas parce que je suis fan du roi Charlemagne, c'est pas parce que je suis un de ces gars fan d'histoire du Moyen-Âge, ultra patriotique, etc. Et Kid, c'est pas parce que je me considère comme un enfant. Kid Charlemagne, c'est un pseudo absurde utilisé par Hal, le père de la famille dans Malcolm, dans la saison 4, avec sa radio pirate. Kid Charlemagne, voilà, c'est une ref à la base à cette série que j'aime beaucoup. C'est une petite blague, voilà. Vous attendiez son retour. Il ne pouvait plus se taire. Kid Charlemagne revient sur les ondes. Il y a tant de choses, mes chers auditeurs, que le gouvernement ne veut pas vous dire. C'est pour ça qu'il ne veut pas de Kid Charlemagne à ce micro. Ils veulent qu'on oublie ce qu'on est venu faire ici en fac. Mais attention, Kid Charlemagne est là. Kid Charlemagne veut réussir ses études. Je ne me rendrai pas sans combattre. Je suis la voix de l'homme de la rue, la voix des chantiers, la voix des bureaux, la voix de l'homme qui lutte pour ses droits. Oh bon sang, tu es Kid Charlemagne! Parenthèse refermée. Voilà, donc, qui a eu cette idée folle un jour d'inventer, non pas l'école, mais les figures de style? Alors, question extrêmement pertinente, mine de rien. Enfin, en fait, c'est vrai que là, ça va typiquement partie des questions faussement bêtes. Il y a des questions faussement intelligentes dans la vie, et il y a des questions faussement bêtes. Voilà, ça, c'est une question faussement bête. C'est-à-dire que ça a l'air comme ça très naïf et innocent. On se dit que quelqu'un n'osera jamais poser ces questions-là en classe, et c'est bien dommage. Et c'est surtout bien dommage, non seulement que les profs n'y répondent pas, ou alors refusent d'y répondre, ou se moquent de la question quand on leur pose, ce qui est rare, et pire encore, n'aient pas l'initiative eux-mêmes d'aller au-devant de cette question-là et de l'expliquer. C'est quand même absolument fou, encore une fois, que dans le domaine du français, de la philo et des autres matières comme ça, on ne se donne pas davantage la peine d'expliquer aux élèves pourquoi on fait ce que l'on fait. Vous voyez, pourquoi on fait ce que l'on fait. Ce qu'on appelle au passage de l'épistémologie, hein, dans le domaine. Voilà, quand un domaine, une discipline s'interroge sur elle-même et sur ses propres méthodes, hein, c'est un peu méta, hein, c'est de l'épistémologie. C'est vraiment dommage parce que ce serait la moindre des choses, la moindre des politesses quasiment, que d'expliquer à des élèves pourquoi on fait ce que l'on fait. Pourquoi les figures de style existent, pourquoi on embête autant les gens pour ça. D'ailleurs, au passage, ce serait peut-être l'occasion, c'est pour ça qu'ils ont peur d'y répondre, l'occasion de réaliser qu'en fait, on a tort de faire ça, en fait, ça sert à rien. Voilà, donc peut-être qu'ils ont trop peur d'admettre que finalement, tout ça n'a aucun sens. Mais en tout cas, la moindre des choses va d'expliquer pourquoi on fait de la philo, et ça, pour le coup, ça a du sens et c'est important, et il y a des bonnes raisons de le faire. Pourquoi on fait du français et de la littérature, ça aussi. Pourquoi on fait du commentaire, pourquoi on fait de la dissertation, ça au passage, j'ai déjà répondu à ces questions-là. Je vous y renvoie hein, dans les vidéos consacrées à la dissertation et aux commentaires. J'explique pourquoi on fait du commentaire, pourquoi on fait la dissertation, non seulement dans l'absolu, hein, ce que ça peut avoir d'utile, mais en plus même, pourquoi on a commencé à en faire, pourquoi ces exercices-là ont été inventés. Hein. Voilà, il y a des raisons historiques quasiment précises. Donc, d'où viennent les figures de style? Qui a inventé les figures de style? Alors, évidemment, hein, vous doutez bien que la question, là, pour le coup, là où elle est un peu naïve, c'est que personne n'a inventé les figures de style à proprement parler. Hein. Il y a des choses comme ça, en fait, on ne peut pas identifier l'inventeur. Il n'y a personne qui a déposé un brevet, il n'y a pas eu d'inventeur unique. Vous voyez, ce sont des choses qui se sont développées avec le langage. Voilà, donc il n'y a pas d'inventeur du langage. Le langage s'est développé collectivement. Voilà, bon, de même, les figures de style font partie du langage et se sont développées collectivement. Et des personnes, effectivement, au fur et à mesure, ont été amenées à mettre des noms sur ces procédés-là. Mais là, encore une fois, on n'a pas l'inventeur. On a quelques noms comme ça, on va dire, de référence de ceux qui se sont intéressés à ces choses-là, à ces procédés, et effectivement qu'on a fini par associer à, voilà, on va dire, pas des inventeurs de la rhétorique, mais en tout cas des gens qui l'ont théorisé, vous voyez, qui l'ont théorisé a posteriori. Voilà. Donc il n'y a pas d'inventeur, première réponse, il n'y a pas d'inventeur nominatif désigné des figures de style ou de la rhétorique. En revanche, bien sûr que tout cela a une origine. Et les figures de style, c'est vraiment pas jeune. Hein. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, voilà, que peut-être que c'est un truc un petit peu récent de l'école moderne qui se prend la tête avec ça. En fait, c'est extrêmement ancien. Pour tout vous dire, et je ne sais pas si ce sera d'un certain réconfort pour vous, si vous en bavez avec les figures de style et les procédés rhétoriques aujourd'hui, là, dans les années, voilà, dans le troisième millénaire, hein, dans les années 2000,
Eh bien, sachez que c'était exactement la même chose pour des gens de votre âge, il y a déjà plus de 2000 ans. Voilà, donc déjà au 5e siècle, au 4e siècle avant Jésus-Christ, vous aviez déjà des étudiants en toge, des étudiants romains, des étudiants grecs, qui faisaient leurs études, qui devaient valider leurs études, quand ils avaient la chance d'en faire, et qui devaient plancher sur les figures de style et les figures de rhétorique, soit les identifier dans des textes, soit eux-mêmes apprendre à les utiliser. C'est-à-dire donc faire du commentaire de texte, ou alors faire de la dissertation en écrivant soi-même des textes. Voilà, donc pour vous dire que ça fait maintenant plus de 2500 ans qu'on fait chier les gens avec ça. Je ne sais pas si c'est une consolation, mais en tout cas pour vous dire que c'est pas nouveau. Donc c'est extrêmement ancien. Les figures de style et l'étude des figures de style et leur utilisation, c'est quelque chose qui remonte encore une fois à plus de 2000 ans, voilà, à plusieurs siècles avant Jésus-Christ, qui remonte à l'Antiquité grecque, carrément, voilà, même bien avant les Romains. Puisque c'est clairement, comme beaucoup de choses, décidément, voilà, pour vous dire que ça c'est vraiment le Big Bang de notre civilisation occidentale, mais ça vient de la Grèce antique. Donc vous voyez, la philosophie et donc la rhétorique, ce qu'on appelle la rhétorique, ça vient de là. Alors vous voyez, j'arrête pas de prononcer le mot rhétorique. Et ça c'est important, puisque en fait c'est de ça dont il s'agit. Figure de style, c'est un mot pour le coup assez récent. Figure de style, c'est un terme assez récent, c'est quelque chose qui ne se disait pas du tout à ces époques-là. On ne parlait pas de figure de style, ni de procédé ou quoi que ce soit. On parlait de rhétorique, l'art de la rhétorique. Alors, on sait tous normalement ce que c'est qu'une question rhétorique, c'est une question oratoire, une question qu'on pose comme ça, qui n'appelle pas de réponse, mais c'est une question qui a un pur but comme ça d'effet, de créer un effet oratoire. Vous voyez, oratoire. Et là, on touche encore à un domaine important de la question. À l'Antiquité grecque, bon, tout ce qui était du domaine strictement scientifique, c'était encore vraiment pas au point. On le sait que les sciences, elles ont fait un énorme progrès au 19e, 20e siècle, et qu'avant cela, bon, les choses étaient un petit peu approximatives, que pendant longtemps, voilà, on avait déjà quand même bien avancé dans les mathématiques. Les mathématiques, là aussi, voilà, avec bien sûr Pythagore, tout ça, on connaît le théorème et tout, mais Thalès, tout ça. Mais en tout cas, voilà, sur le plan en revanche scientifique et tout, bon, la physique, la chimie, la biochimie, sans parler de, bon, voilà, des autres domaines, bon, c'était pas au point tout ça. Donc, pendant longtemps, le grand art humain, c'était les lettres. Forcément un domaine qu'on avait beaucoup plus apprivoisé, le développement du langage, le développement des lettres, de la pensée, bien sûr la naissance de la philosophie, et la littérature, et la poésie. Voilà, donc bon, tout ça en revanche était déjà un peu plus abouti. Il y avait ce qu'on appelait les sophistes. Les sophistes, ce ne sont pas des philosophes. Les sophistes, c'était justement des professeurs de rhétorique. En fait, c'est les professeurs du passé. C'était des gens en fait qui n'étaient pas des philosophes en tant que penseurs. Vous voyez, c'est un peu la grande rivalité entre philosophes et les sophistes. Les philosophes sont des gens qui inventent des concepts, qui théorisent des concepts et qui vont vraiment au fond des choses et qui inventent des choses et qui s'interrogent sur des grandes notions humaines. Justice, liberté, amour, amitié, égalité, etc. Voilà. Les sophistes ne sont pas des gens spécialement qui sont des penseurs. Ce ne sont pas des penseurs comme les philosophes. Ce ne sont pas des gens qui vont eux-mêmes inventer des grandes théories ou fouiller l'être humain, etc. Eux, c'était plus des professeurs d'éloquence. C'était des professeurs de l'art oratoire. C'était des professeurs de rhétorique. Vous voyez, tout ça, c'est pareil. Éloquence, art oratoire, rhétorique. Tout ça, c'est le grand package des études de l'Antiquité. Si vous viviez à l'Antiquité, vous seriez par exemple, on va quand même avancer un petit peu dans le temps, on ne va pas partir à l'Antiquité grecque, on va carrément aller à l'époque romaine. Imaginons que vous êtes un jeune homme ou une jeune femme. Bon, c'est vrai qu'à l'époque, il n'y a que les jeunes hommes qui étudient, je suis désolé mesdemoiselles, on ne va pas refaire le monde. En tout cas, on est en train de le refaire, mais voilà, à l'époque, en tout cas pour l'époque, c'est trop tard. En tout cas, imaginons que vous êtes donc une jeune personne comme ça qui vient d'atteindre en fait l'âge de l'adolescence, l'âge de vraiment faire des études à l'époque, de quitter juste ce qui est basiquement l'école et de vraiment faire des études, ce qu'on pourrait aujourd'hui appeler les études secondaires ou supérieures. Bon, à l'époque romaine, il y a tout le rituel de ce qu'on appelle la toge virile, c'est-à-dire que votre père vous emmène sur le forum romain et en fait va vous inscrire entre guillemets en tant que citoyen officiel. Vous êtes devenu un citoyen à part entière, vous allez revêtir la toge virile. Voilà, vous voyez la toge virile, la toge de l'homme. Vous n'êtes plus un enfant, vous êtes un jeune homme. Voilà, et donc voilà, vous allez vraiment devenir un citoyen à part entière quand vous êtes en cas de bonne famille et un citoyen libre, qui n'est pas un esclave, etc. Et donc aussi, souvent, voilà, vous allez donc achever votre formation, votre éducation, et il était à la mode à l'époque, vous voyez, comme quoi, d'aller faire ses études à l'étranger. Vous voyez, c'était le Erasmus un petit peu avant l'heure. C'est vrai qu'on pouvait rester à Rome, mais c'est vrai que la grande classe, c'était de partir à l'étranger, 1 ou 2 ans, 1 ou 2 années, pour finir ses études. Et justement, la grande classe, c'était d'aller en Grèce. Quand on était un Romain, on allait en fait dans les terres d'origine de la rhétorique, de la littérature, de la philosophie, de la poésie, de l'art oratoire, et on allait donc faire ses études dans une ville en Grèce. On allait à Athènes, ou alors on allait même carrément à Alexandrie.
hein. Alexandrie, hein, la ville fondée par Alexandre, hein, voilà, donc une ville grecque, hein, Alexandrie, une ville grecque en Égypte, hein, la ville des Ptolémées. Alexandrie, qui était la ville bien sûr avec son phare, hein, voilà, le célèbre phare, une des merveilles du monde, hein, une des 7 merveilles du monde. Les sirènes du port d'Alexandrie chantent encore la même mélodie. Oh, oh, la lumière du phare d'Alexandrie fait naufrager les pavillons de la jeunesse. Et la bibliothèque d'Alexandrie, la plus grande bibliothèque des temps anciens, de l'Antiquité, qui a été détruite. Voilà, un lieu mythique de la connaissance. Donc voilà, aller faire ses études à Alexandrie, ça c'était la grande giga classe. Donc vous êtes un Romain, vous prenez le bateau à Ostia. Ostia, c'était le port de Rome, hein, là aussi où les marchandises arrivaient, hein, c'était vraiment le port comme ça qui était voilà, sur la côte, et on a juste à remonter en fait le Tibre et on arrivait à Rome. Donc vous prenez le bateau à Ostia et bien vous partez, imaginons donc à Alexandrie en Égypte, et vous allez faire vos études là-bas dans une université. Vous suivez des conférences, des cours, hein, voilà, hein, comme ceux d'Hypatie d'Alexandrie, hein, Hypatie d'Alexandrie qui était une femme professeure, justement, voyons parler des femmes, voilà, une femme professeure d'université pour l'époque, une savante qui avait fait d'incroyables découvertes sur l'observation de l'univers, etc., de la forme de l'ellipse et compagnie, qui a eu une fin tragique et très violente à cause des chrétiens. Voilà, donc vous suivez des cours, vous suivez des conférences, vous apprenez plein de choses, vous devez lire des livres à la bibliothèque d'Alexandrie, vous lisez des papyrus, vous lisez des rouleaux, tout ça, ok. Mais donc, parmi vos enseignements principaux, parmi les choses les plus importantes à apprendre, dans le bagage intellectuel minimum indispensable d'un Romain, les Romains tenaient énormément à ça, c'était la base pour faire une carrière à Rome, c'était donc l'art oratoire, c'était l'art de la rhétorique. La rhétorique, c'est l'art de convaincre, d'argumenter et de parler. C'est l'art de l'éloquence, la rhétorique. Et là, vous voyez un petit peu le lien avec les figures de style. C'est que pour comprendre, en fait, la rhétorique, il faut comprendre ses mécanismes. Il faut pouvoir démonter tous ces mécanismes, tous ces rouages, un peu comme une montre. Et les rouages de la rhétorique, eh bien, c'est plein de petits procédés, c'est plein de petites figures esthétiques, plein de petites comme ça astuces ou ruses qui permettent en fait comme ça de manipuler un discours, de manipuler un langage. Voilà, c'est vraiment très proche aussi du discours politique, etc. C'est l'art d'argumenter, de convaincre. Il y a plein en fait de petites astuces, de procédés, un peu comme de la magie, hein, de la magie blanche ou de la magie noire. Alors magie noire, c'est si on a des intentions très négatives et que les procédés peuvent être violents pour les autres, mais là on est plutôt dans la magie blanche en fait, c'est de la manipulation soft, c'est juste l'art de convaincre, de toucher un public, de l'émouvoir, de faire des belles plaidoiries. Plaidoiries parce que c'est vrai qu'à l'époque, à Rome, la grande carrière, on va dire, hein, une des grandes carrières qu'on peut faire le plus, hein, c'est bien sûr d'être avocat, comme Cicéron, hein, de plaider des affaires, d'être en fait comme ça quelqu'un qui vend son éloquence en fait. Hein. À l'époque, on va apprendre l'art de l'éloquence parce qu'après en fait, on pourra en faire en quelque sorte commerce. On se fera payer pour mettre son éloquence au service de gens qui ont besoin d'aide pour faire valoir leurs droits. Donc c'est littéralement ce qu'on appelle un avocat. Advocat en latin, advocat, celui qui parle pour nous, celui qui va parler à notre place. Voilà, donc un avocat qui lui maîtrise la parole mieux que nous et qui va défendre nos intérêts en utilisant tout son talent de la rhétorique pour combattre l'adversaire, etc. Donc les plaidoiries sur le forum romain, dans les basiliques, hein, la basilica Iulia et la basilica Aemilia, dont il reste aujourd'hui que des ruines sur le forum romain, mais c'est très émouvant parce qu'elles sont encore là. Voilà, c'est là que ça plaidait sur le forum, qu'on plaidait des affaires, qu'il y avait des litiges, ou alors qu'il y avait des grandes affaires politiques, ou alors que même en tant que sénateur, on s'exprimait au Sénat. Sénateur, il y avait d'abord un cursus honorum en fait pour atteindre un tel statut aussi prestigieux, donc pareil, ça pouvait être pour la carrière politique. Enfin voilà, que ce soit pour faire une carrière politique ou une carrière judiciaire, pour être en étant avocat, ou alors une carrière d'écrivain ou de philosophe, d'intellectuel, bref, d'homme d'État, d'homme public, comme c'était le cas quand on était de bonne famille à Rome, la rhétorique, l'éloquence, c'était le bagage minimum. Il fallait savoir parler, il fallait savoir répondre. Oui, c'est intéressant comme à l'Antiquité, c'est quand même très ancien, il y a plus de 2000 ans, l'importance de la parole. Le langage était encore jeune par rapport à aujourd'hui, vous voyez. Mais précisément parce qu'il était jeune et encore en construction, l'importance que ça avait. Vraiment, par rapport à ce que c'est aujourd'hui, le langage à l'époque, c'était d'une importance incroyable. En tout cas, encore une fois, dans l'élite, bien sûr. Hein. Donc, forcément, encore une fois, voilà, pour apprendre à argumenter, pour apprendre à mettre ses idées dans le bon ordre, dans un ordre stratégique, de façon à ce que ce soit efficace et percutant, pour apprendre à manipuler les émotions d'une audience, d'un auditoire, pour convaincre un jury, pour convaincre des gens, pour se faire comprendre, pour faire valoir un point de vue,
Bref, pour tout ça, il fallait des procédés et maîtriser ces procédés, un peu comme des sorts en magie, encore une fois. Vous voyez, des sorts en magie, là, il faut jeter des sorts, on cherche à obtenir des effets. Et donc tout ça, qu'on appelle en fait la rhétorique, eh bien, ça repose sur des figures de style. Et figures de style, toutes celles que l'on connaît principalement aujourd'hui et que encore aujourd'hui on apprend à utiliser ou alors qu'on apprend à reconnaître dans un texte, donc commentaire ou dissertation, eh bien, elles ont été inventées à ces époques-là. Elles ont été inventées en tant que procédé tout d'abord, et ensuite elles ont été identifiées et nommées à ces époques-là. Alors parmi les auteurs célèbres, et qui le sont restés entre autres parce qu'ils ont contribué en fait à forger la rhétorique et à l'expliquer aux autres et à mettre des noms sur les procédés qu'on utilisait, eh bien il y a justement Aristote chez les Grecs, le disciple de Platon, celui qui a beaucoup fait comme ça avancer effectivement la science du langage, et Cicéron chez les Latins. Cicéron qui a écrit des traités de rhétorique, qui a fait un petit peu des tutos pour l'époque, comment être un bon orateur, comment avoir raison, comment convaincre, etc. L'art de la parole et tout, qui était en plus aussi un philosophe, puisque Cicéron était à la fois avocat, en même temps sénateur, voilà, donc quelqu'un qui avait l'expérience comme ça de la parole publique. Et donc voilà, donc en fait, ces gens-là, effectivement, ont publié à l'époque des manuels, la rhétorique d'Aristote et donc divers traités de Cicéron, ont publié en fait des traités qui donnaient en fait aux autres les secrets d'un bon discours, un peu leur secret de fabrication à eux en fait, comment je fais pour faire des discours convaincants, comment je fais pour convaincre un auditoire, comment je fais pour inspirer telle émotion, pour mettre les gens en colère ou pour au contraire les attendrir ou pour les faire rigoler, etc. Et aussi quel procédé esthétique j'inclus dans mes discours en fait, c'est-à-dire que comment je fais par exemple quand je veux répéter un mot, je veux m'assurer que le mot est bien compris, donc je le répète à chaque début de phrase. Tiens, c'est une anaphore. Alors, on appelle ça une anaphore, et c'est un terme qui vient du grec. C'est aussi pour ça, vous voyez, quand on dit que les figures de style aussi, c'est terrible parce qu'elles ont toutes des noms tordus, elles ont des noms comme ça très barbares, hypalage, anaphore, anacolute, carrément anacolute, chiasme, etc. Oui, ce sont des noms comme ça un peu barbares. Bon, c'est vrai que c'est pas très sexy tout ça et que ça aide pas à les retenir. Mais elles ont simplement des noms barbares, tordus pour nous, parce qu'en fait, c'est du grec à la base, en fait. C'est des mots grecs, et ils sont grecs, pas pour le plaisir de faire chier, ou pour vous ennuyer, ou pour que ce soit compliqué. Ils sont grecs parce qu'ils ont été inventés par les Grecs, parce que ça a été inventé à l'époque grecque, et du coup, forcément, on a gardé le nom comme ça. Voilà, donc c'est une espèce comme ça de certificat de naissance, ou de carbone 14, qu'elles aient ce nom-là. Et justement, vous voyez, je parlais de magie, je disais que c'était un petit peu comme des sorts, comme des termes de magie. Bien, dans Harry Potter, pareil, les sorts, excusez-moi, pour le coup, là, c'est pas du grec, c'est du latin. Tous les sorts quasiment sont en latin dans Harry Potter. Encore une fois, un langage savant. Et là aussi, les noms sont quand même tordus. Pourtant, personne apparemment n'a du mal à retenir Expelliarmus, Lumos, Expecto Patronum, Wingardium Leviosa. Enfin voilà, tout ça, c'est des termes quand même, excusez-moi, c'est quand même pas non plus évident. Bien, bien. Oh, et prononcez Wingardium Leviosa. Allez-y. Wingardium Leviosa. Wingardium Leviosa. Wingardium Leviosa. Non, stop. Tu vas finir par crever un œil à quelqu'un. Et puis d'ailleurs, tu ne sais même pas le prononcer. C'est Leviosa. Et pas Leviosa. Et vous voyez, c'est là qu'en fait, on repère un petit peu la mauvaise foi de la mémoire humaine, en fait. La mémoire humaine est de mauvaise foi, parce que quand un truc l'intéresse et qu'elle y adhère affectivement, parce qu'on sait que la mémoire, en fait, c'est de l'affectif, Proust a fait cette démonstration remarquable dans son œuvre, eh bien, on retient les choses. On voit pas le problème. Moi, le nombre de jeunes gens que je croise qui disent que c'est impossible de retenir tous ces noms d'auteurs, que c'est impossible de retenir tous ces noms d'ouvrages, ou que c'est impossible de retenir tous ces noms de figures de style, mais qui connaissent par cœur plus de 300 Pokémon, et qui connaissent par cœur les noms de tous les personnages de Harry Potter et le nom de tous les sorts, bon, vous voyez là en fait on a une démonstration que c'est tout à fait possible, qu'il y a le stockage dans leur cerveau, qu'ils ont la place, ils ont la mémoire, que c'est tout à fait possible pour eux de retenir des choses pas du tout faciles, assez compliquées, d'ailleurs auxquelles beaucoup de personnes ne comprennent rien, s'ils ne connaissent pas l'univers en question, s'ils ne sont pas fans. Donc voilà, la mémoire n'a plus de limite quand on comprend ce qu'on apprend et qu'on comprend pourquoi on le fait et que ça nous intéresse. Donc finalement, voilà, une figure de style, excusez-moi, un chiasme ou un hypalage, c'est pas plus tordu à retenir que Expecto Patronum ou Wingardium Leviosa ou Expelliarmus, voilà, ou Avacadabra ou je ne sais quoi. Donc, en l'occurrence, les figures de style, c'est un petit peu les sorts, voilà, magiques, c'est la magie blanche et non pas la magie noire, là c'est de la magie blanche, c'est la magie blanche du langage. Cette magie blanche du langage, eh bien, il y a des sorts à connaître pour les envoyer sur l'adversaire. Et donc, si on les maîtrise, si on sait les identifier chez l'autre, ou alors si donc on saura du coup les parer, on saura les recevoir
ou si on sait les utiliser, eh bien voilà, on peut mener à bâton rompu une bonne discussion, ou faire un beau discours, ou faire une plaidoirie, ou argumenter, ou savoir se disputer sans s'engueuler, hein. Une dissertation, la rhétorique, c'est l'art de se disputer sans s'engueuler, hein. Disputare en latin, disputer un sujet, hein, juste le discuter, voilà, qui a pris une connotation négative dans le langage malheureusement, parce que les gens ne savent pas justement se disputer, donc du coup ils s'engueulent et ils se fâchent, mais l'art de se disputer, c'est ne pas être d'accord et s'opposer sans s'engueuler, hein, sans se froisser. Et la rhétorique aussi permet cela. Donc, c'est pour ça encore qu'aujourd'hui, même si on peut trouver ça superflu, etc., chiant, inutile, et je suis de votre côté, je comprends, moi j'ai détesté faire des commentaires de texte, encore aujourd'hui, d'ailleurs, je déteste en partie l'enseigner ou le transmettre ou l'expliquer. C'est un exercice qu'on est nombreux à trouver un petit peu surfait, même chez les enseignants ou les spécialistes ou les rhéteurs, etc., à trouver un petit peu fastidieux et peut-être un petit peu vain, surtout la façon dont il est enseigné, dont c'est fait. Bon, la dissertation, en revanche, je trouve ça quand même beaucoup plus intéressant, pertinent et stimulant. Voilà, donc je suis quand même plus favorable à la dissertation, que je trouve quand même un exercice très beau. Mais voilà, le commentaire de texte, effectivement, et en tout cas, ça fait du mal à la littérature, parce que la littérature, hein, encore une fois, il faut se rappeler avant tout ce que c'est. La littérature, déjà, c'est un art pour commencer, c'est de l'art, hein, comme le cinéma, comme la musique, comme la peinture, hein, c'est de l'art, la littérature. Et la littérature, du coup, en tant qu'art, c'est avant tout de la beauté. Hein, la beauté, c'est quelque chose d'esthétique et de beau. Mais de beau, donc de touchant et d'émouvant. Donc c'est des sentiments aussi, la littérature. C'est touchant et émouvant. Donc c'est des émotions, c'est des sentiments. Des sentiments et des émotions qu'on décrit chez les personnages, ou alors qu'on exprime, qu'un narrateur exprime, ou voilà, qu'un auteur exprime, et donc que nous-mêmes, nous allons ressentir ou partager. Et la littérature, c'est de la psychologie aussi. C'est explorer d'autres consciences que la nôtre, d'autres pensées, d'autres sensibilités. C'est explorer l'âme humaine, les sentiments humains, le psychisme humain, les grands concepts humains de liberté, d'égalité, d'amitié, d'amour, de justice, etc. La littérature et même du coup la philosophie, tout ça, les sciences humaines, c'est tout ça avant tout. Et malheureusement, la chasse aux figures de style, comme la chasse aux petits cocos de Pâques dans le jardin, là, ça rend tout ça très fastidieux, très artificiel, et ça coupe en fait de l'émotion, ça coupe de ce que c'est que la littérature, et ça dégoûte par paquet de milliers en fait des élèves de ce qui est un art et de ce qui devrait les toucher et leur plaire. Voilà, donc moi je déplore que malheureusement voilà, on aborde la littérature comme ça, mais malheureusement c'est pas moi qui fixe les règles. Mais cependant, une fois qu'on sait pourquoi on fait de la rhétorique et donc pourquoi on étudie les figures de style, pourquoi on apprend à les reconnaître dans un texte, pourquoi on apprend à les utiliser soi-même dans une dissertation, eh bien ça s'éclaire quand même et on voit que tout ça n'est pas complètement vain, en fait, a quand même un intérêt pour notre construction mentale, pour la cartographie de notre cerveau qui se forme encore jusqu'à notre vingtaine d'années. Le cerveau est encore en construction, donc on le cartographie, donc c'est le moment vraiment de le modeler, il est modelable, et il faut lui donner des bons réflexes. Hein, voilà. Donc de même qu'on entretient son corps avec des exercices physiques, qu'on fait des squats, excusez-moi, hein, vu de l'extérieur c'est aussi débile, ridicule de faire des squats que de chercher des figures de style dans un texte. Hein. On n'a pas l'air très malin quand on soulève des haltères, ou quand on fait des squats, ou quand on fait de l'échauffement, quand on fait on utilise des machines de muscu. Pourtant personne ne remet ça en question, tout le monde a l'air de trouver ça évident, parce qu'on sait le bénéfice que ça apporte sur le plan de la santé physique, de la forme physique, et éventuellement même de la beauté physique. Eh bien c'est pareil pour la rhétorique et pour la littérature, la dissertation, etc. Les exercices en eux-mêmes, on s'en fout. C'est peut-être ridicule vu de l'extérieur, ça va être peut-être inutile vu comme ça, mais ça muscle votre cerveau, tout comme le sport muscle le reste du corps, muscle le reste du corps, l'anatomie humaine. On va muscler le cerveau, et le cerveau est un muscle. Et on va le cartographier et lui donner des bons réflexes pour en faire un cerveau optimisé pour la conversation, pour la discussion, pour les relations humaines. Un cerveau intelligent, dynamique, réactif, qui ne se laisse pas manipuler, qui a de l'esprit critique, qui a du recul, qui sait s'exprimer, qui sait débattre, qui sait se disputer sans s'engueuler, voyez, et qui sait analyser ses sentiments, analyser ses idées et les exprimer, les communiquer. Tout ça, ce sont des compétences extrêmement précieuses. Voilà. Et ça, c'est les compétences de sciences humaines. Il ne faut pas les négliger. Et donc, justement, dans une époque extrêmement cynique, matérialiste, qui ne jure que par le résultat, la rentabilité, l'utilitarisme, la science, etc., on perd de vue tout ça, et après on s'étonne que les relations humaines vont mal. Mais forcément, si on perd cet art de l'empathie, cet art du sentiment, de la psychologie, d'exploration des idées, des émotions, et l'art de parler, l'art de savoir discuter, etc., forcément que les relations humaines s'appauvrissent, se dégradent, et que ça a des conséquences très directes même sur les relations amicales et amoureuses. Voilà, donc c'est grave tout ça. On va pas tous devenir ingénieurs, architectes, programmateurs. En revanche, on est tous des êtres humains concernés par l'amitié, l'amour, les relations humaines, par la justice, la liberté, le vivre ensemble, etc. On est tous concernés, tout être humain vivant dans ce monde est concerné par ces notions-là. Il n'y a pas plus universel que la littérature et la philosophie en ce sens.
Donc comprendre comment fonctionne le langage et comprendre comment l'utiliser, voire le manipuler, c'est essentiel. C'est pas du tout décoratif, artificiel, ça sert à rien, c'est inutile, ça rapportera pas de fric, pas d'argent. Si vous raisonnez comme ça, vous êtes vraiment minable et vous mériterez pas mieux que la vie de connard cynique qui vous attend. Avec les dégâts que vous allez créer autour de vous dans vos relations et sans doute les retombées qu'il y aura dans votre vie personnelle. À un moment donné, être un bon être humain, c'est aussi quand même embrasser tout cet aspect-là, embrasser son humanité. Donc si vous ne jugez les choses que par leur caractère pragmatique, utile immédiatement et au profit que ça vous rapporte sur un plan de plaisir immédiat, sur un plan de rentabilité, d'argent et matériel, là c'est presque vos qualités humaines qui sont en question. Donc apprendre la rhétorique, apprendre l'art du langage, apprendre à déceler aussi les ruses du langage, c'est aussi bien se protéger soi contre les attaques verbales des autres, en fait, au sens où ne pas se laisser manipuler, à avoir du recul de l'esprit critique, à identifier les ruses du langage chez les autres, mais c'est aussi soi-même apprendre à s'exprimer, à savoir bien utiliser les mots pour convaincre, se faire comprendre, éventuellement manipuler, mais encore une fois sur un plan soft, pas sur un plan maléfique, pas négativement. Et donc ce sont des compétences très précieuses. Et oui, on s'entraîne à faire tout ça. Eh bien, soit d'abord en apprenant à identifier les fameuses figures de style qui ont été donc cataloguées, nommées, énumérées, identifiées par voilà, des personnes comme Cicéron et Aristote, donc, qui en ont fait un art, qui en ont fait des manuels, qui nous ont appris en fait à utiliser tout ça. Et donc après, du coup, des générations entières d'étudiants ont appris dans différentes universités. Donc déjà, c'est apprendre à les identifier, à les repérer, bien sûr, à les nommer, mais aussi à se les approprier et à les utiliser dans son langage quotidien, ou dans ses travaux, ou dans son travail, ou dans ses relations. Et voilà, encore une fois, comme de la magie. Il y a la partie théorique et la partie pratique. À Poudlard, dans l'école des sorciers, on a des cours de théorie, on est assis en classe, et en gros, le professeur nous apprend les sorts, on doit apprendre par cœur les noms des sorts. Voilà, il y a d'abord tout cet aspect théorique. Que sont les sorts? À quoi servent-ils? Comment s'appellent-ils? Comment les nommer? Et surtout, dans quel cas les utiliser? Pourquoi? Et surtout, quels sorts ne surtout pas utiliser? Et quand on a fait la théorie avec les professeurs, eh bien là, on peut passer à la pratique. Et donc, on va s'entraîner à dire Wingardium Leviosa. On le dit bien, Wingardium Leviosa. Voilà, donc là, on apprend à prononcer les sorts et à les utiliser contre l'autre. Et on fait des matchs amicaux, on fait des petits duels de magie, etc. On peut s'envoyer des sorts et tout. On peut faire de l'art de l'éloquence, des batailles d'idées, des débats, des discussions. Et tout ça, on peut l'utiliser pour le bien, mais on peut aussi l'utiliser pour le mal, malheureusement. Voilà, c'est comme dans tous les domaines, chez les Jedi, les Sith, ou alors chez les magiciens blancs et les magiciens noirs. Voilà, on peut faire le bien comme le mal avec les outils. Alors, après la question d'où viennent les figures de style, qui les a inventées, pourquoi, voilà, qui a eu cette idée folle un jour d'inventer non pas l'école, mais la rhétorique, l'art oratoire, l'éloquence, et donc les figures de style qui sont utiles pour les manipuler. Autre question extrêmement pertinente, tout sauf bête, faussement bête, réellement intelligente, que beaucoup d'élèves se posent sans oser la poser directement au prof. Certains osent, et c'est courageux et brillant de leur part. Et en tout cas, les élèves ne devraient pas avoir à la poser, ce sont les professeurs qui devraient aller au-devant de cette question et donc y répondre là aussi, parce que ça me semble très important, et ça détruirait en fait des mythes, et surtout ça remettrait un petit peu l'église au milieu du village. Voilà, cette question que moi-même je me suis beaucoup posée quand j'étais au collège et qui me rendait dingue, surtout que déjà au collège, moi j'avais ma vocation d'homme de lettres, je savais déjà que je voulais lire, écrire des histoires, etc., être écrivain. Donc ça m'intéressait forcément de savoir un peu pour mon futur métier en quoi ça consistait, comment le maîtriser.
Et j'étais désemparé et horrifié, entre guillemets, par les cours, en fait, où on passait 3-4 séances d'une heure à décortiquer un texte dans tous les sens, à analyser la moindre virgule, le moindre signe de ponctuation, la moindre figure de style avec des noms barbares et tordus. Et j'avais presque peur, parce que je me disais, non seulement je suis pas sûr de réussir à maîtriser tout ça un jour, mais en plus je suis pas sûr d'en avoir envie. Je déteste tout ça. Je n'aime pas les figures de style, j'aime pas cette froideur, ces procédés, cette mécanique. Moi, j'aime l'écriture, la littérature, parce que c'est instinctif, parce que c'est émotionnel, parce que c'est du ressenti, c'est de la créativité. Je n'avais pas du tout envie d'avoir ce rapport ultra rationnel et ultra mécanique et quasi mathématique avec le langage. Donc j'étais dépité de voir que derrière ces beaux textes, parce que moi j'étais très, très touché par les textes qu'on lisait en classe, entre autres quand j'ai découvert Rousseau, on étudiait les textes des Confessions, c'était un choc pour moi, je trouvais ça tellement beau, tellement touchant. Et j'étais touché par les sentiments qui étaient en jeu dans les textes, j'étais touché par les émotions qui étaient décrites, par les mots effectivement qui étaient choisis pour décrire tout ça. Et parce que les mots eux-mêmes étaient beaux, c'était des mots rares, des mots délicats, des mots un peu désuets, des mots très très littéraires, et en même temps ça mettait des mots très justes sur des choses que j'avais toujours pensées et ressenties sans pouvoir les nommer. Donc c'est quand même l'art de l'écriture, ça avait aussi mis le doigt sur des émotions que j'avais toujours ressenties ou identifiées sans encore une fois pouvoir clairement les nommer. Donc c'était ça qui était beau dans la littérature, là, ce que ça racontait, comment ça le racontait, les sentiments, les idées qui étaient en jeu, et la psychologie. Mais je ne comprenais pas en revanche que venaient faire tous ces procédés rhétoriques, voilà, cette froideur. Et donc j'étais affolé, je me disais, mais ça se trouve, je ne pourrais jamais être écrivain parce que je ne comprends pas tout ça. J'arrive même pas non seulement, j'arrive pas à retenir, j'arrive pas à identifier tous ces trucs-là, mais en plus, j'ai même pas envie en fait. Je trouve ça moche, je rejette tout ça. Peut-être que c'est pas pour moi finalement, peut-être que je peux pas être auteur parce que j'ai pas envie de côtoyer tout ça, de manipuler tout ce langage-là. Donc je me souviens que j'avais demandé à ma professeure à l'époque, j'avais levé la main, et j'avais demandé ce que beaucoup d'élèves se sont demandé à travers les générations d'élèves, et que beaucoup trop peu donc osent demander. Mais du coup, les écrivains, quand ils écrivent là, ils pensent à tout ça. Ils sont conscients de tout ça, là, que là il y a un hypalage, là il y a une anacolute, là il y a une anaphore, là il y a un chiasme, là il y a une allitération. Est-ce qu'ils en ont conscience ? Est-ce qu'ils savent ce que c'est? Et est-ce qu'ils l'ont fait exprès? Et bon, moi j'avais été très déçu de la réponse de ma prof, qui pourtant était une excellente professeure, donc je ne mets pas en question du tout ce qu'elle était, parce qu'à bien des égards elle était géniale, mais c'est vrai que sur ce coup-là, elle a un peu botté en touche, elle a même été un petit peu agacée par ma question, ce qui est une réaction malheureusement révélatrice de quelqu'un qui était peut-être pris un peu au dépourvu, et qui avait l'impression en fait que là on remettait quasiment en question sa matière, en fait, hein, son travail. Pourtant, c'est très intéressant de remettre en question son travail. Voilà, et donc qui m'a un petit peu dit, bien sûr que c'est volontaire, voilà, de toute façon, voilà, c'est pas une question qu'on pose, etc. Bon, j'avais été un petit peu échaudé, un petit peu déçu, et pas du tout rassuré. Bon, il m'a fallu quelques années encore, et pas tant que ça, mais voilà, quelques années d'études encore, d'apprentissage, donc de lycée, un petit peu de fac, de lecture aussi personnelle, hein, de lire de mon côté, et aussi d'écriture, hein, dans ce que j'écrivais, et un peu de prendre confiance, et de constater mon propre rapport au langage, mon propre rapport à l'écriture, et d'apprendre à connaître les écrivains pour ce qu'ils étaient, non pas en classe, mais les lire, etc., pour réaliser que la vérité était beaucoup plus ambivalente que cela. Parce que je ne dirais pas radicalement, j'aimerais pouvoir le dire, mais je ne dirais pas radicalement, non, bien sûr, les écrivains n'ont aucune conscience de tout ça, ne connaissent pas les figures de style, ne veulent pas entendre parler, ne pourraient pas les nommer, et n'ont pas du tout conscience de ce qu'ils font. Parce que ce ne serait pas forcément vrai. Peut-être que c'est plus ou moins vrai selon certains, mais ça reste quand même des écrivains, des gens lettrés, des gens cultivés. Ils ont quand même entendu parler des figures de style et ils savent à peu près ce qu'ils font. Là, je parle des écrivains classiques, en plus, vraiment les grands écrivains de la littérature. Hein, voilà. Donc, on ne peut pas dire radicalement non, on ne peut pas balayer le sujet. Mais c'est pas pour autant que tout cela est complètement conscient et que les écrivains ne pensent qu'à ça, font tout volontairement et sont des grammairiens, des gens comme ça qui passent leur temps à tout décortiquer et tout. Non, heureusement. Et je peux vous dire que pour la plupart, ce serait un cauchemar, vraiment. Pour beaucoup, je les connais, j'ai lu leurs lettres, leurs correspondances, leurs journaux intimes, je connais leur œuvre. Voilà, il y en a que je connais presque intimement, en quelque sorte, sur un plan littéraire. Je pense à Stendhal, à Baudelaire, à Proust, voilà, pour ceux parmi les plus connus. Et je sais qu'ils seraient horrifiés, mais horrifiés, hein, de voir que leurs textes sont devenus des objets de torture qu'on utilise pour enseigner froidement la rhétorique et avec lesquels en fait on envoie à l'abattoir des élèves au baccalauréat. Ils ne seraient pas du tout flattés, ils trouveraient ça pas du tout flatteur, ils verraient ça comme une espèce au contraire de seconde mort pour leur œuvre. Alors c'est paradoxal parce que c'est aussi ce qui la maintient en vie, c'est grâce à ça qu'on les lit encore aussi, qu'on les fait connaître. Donc
Je pense qu'ils seraient flattés, bien sûr qu'on parle encore d'eux, ils seraient flattés et honorés et rassurés qu'ils ont encore une place dans la postérité, dans la mémoire collective, et qu'on lise encore leurs textes. Mais en revanche, ils seraient dépités qu'on les utilise comme ça, qu'on les utilise comme exercice pour entraîner le langage, pour traquer les figures de style, etc. Parce que c'est pas comme ça eux-mêmes qu'ils ont approché leurs œuvres. C'est pas parce qu'ils maîtrisaient effectivement ces procédés-là, parce que c'était des hommes éduqués et lettrés, qui eux-mêmes, avant vous, avaient fait ces études de collège, de grammaire, ils ont fait tout ça avant vous, donc ils ont fait la même chose, hein, ils ont eux aussi commenté les textes, eux aussi ils ont fait des dissertes, etc. à leur façon. Hein, le programme était un petit peu différent à l'époque. Vous voyez, c'est pas pour autant qu'ils voulaient à leur tour devenir ça. Donc bon, désolé, je vais faire une réponse du coup de littéraire à cette question, hein, voilà, une réponse de littéraire. C'est pas oui, c'est pas non, c'est un peu des deux, oui et non. Voilà, désolé, hein, c'est ça des réponses de littéraire, mais parce que dans la vie, c'est compliqué, it's complicated. Hein. Donc oui, pour commencer, on va commencer par le oui. Oui, les écrivains connaissent dans l'ensemble bien, alors encore une fois ça dépendait des écrivains, il y en a qui étaient plus ou moins à l'aise avec ça, plus ou moins fans de ça, hein. Voilà, il y a toutes les nuances possibles, mais dans l'ensemble, c'est pas des écrivains pour rien, c'est pas des gens de lettres pour rien, ils avaient été très bien éduqués, très bien instruits. Oui, les écrivains classiques, nos plus grands écrivains connaissaient très bien leur rhétorique, les figures de rhétorique, hein, depuis l'Antiquité encore une fois. Voilà, le parcours scolaire d'élite, entre guillemets, c'est d'apprendre l'art du langage, l'art oratoire, l'art de convaincre, l'art d'argumenter, et donc d'apprendre les arcanes du langage, et donc voilà, tous ces petits procédés de magie blanche linguistique, en fait, hein, voilà, de sorts qu'on apprend pour comment créer un texte, en fait. Donc, bien sûr qu'ils connaissent tout ça, parce que ça fait partie de leur formation, de leurs études, et de ce qui a peut-être pu les intéresser, et à certains degrés, ils savent le manipuler, et ils peuvent nommer les procédés, en bonne partie. Donc oui, ils ont ce bagage-là. Mais encore une fois, ça dépend. Certains le connaissent hyper bien, d'autres se sont empressés un peu de l'oublier. Donc il y a bien sûr toute une part de connaissance qui est inhérente à leur métier, mais tout comme, encore une fois, tout corps de métier a un savoir-faire et doit connaître ce savoir-faire, au moins dans la théorie, un minimum. On peut être un prodige, hein, maîtriser la pratique en maîtrisant moins la théorie, mais dans tout corps de métier, et ça peut être le menuisier, ça peut être le boulanger, le cuisinier de façon générale, mais aussi en art, le peintre, le musicien, aussi encore en art, l'architecte bien sûr. Enfin, tous les corps de métier ont une technique, des techniques avec des termes, un jargon, un vocabulaire parfois très très précis, et des procédés qu'il faut connaître pour bien exercer son métier. Et on les apprend dans sa formation. Donc, si c'est le cas en architecture, si c'est le cas en musique, si c'est le cas en boulangerie ou en menuiserie, pourquoi ce ne serait pas le cas en littérature, après tout? Voilà, c'est la matière première. La matière première de la littérature, c'est le langage, hein, les mots. Donc apprendre à manipuler ces mots-là, c'est quelque chose au fond de plutôt logique et sensé. Donc oui, effectivement, les écrivains connaissent cela, connaissent souvent la plupart des figures de style, peuvent les nommer ou parfois les reconnaître chez les autres, mais, c'est là qu'on arrive dans la partie non, hein, pour autant, c'est pas pour ça que c'est une obsession, et c'est pas pour ça que c'est toujours conscientisé. Il y a des choses que il est incontournable d'apprendre, on doit les apprendre, mais le but c'est qu'à la fin on les maîtrise tellement que ce soit en fait une espèce de seconde nature, qu'on les ait complètement intériorisées et qu'on n'ait plus à y penser consciemment. Au passage, c'est le cas de beaucoup de choses en termes de calcul et de langage. On a appris à compter, à écrire et à lire il y a tellement longtemps que normalement le but c'est qu'on n'y pense plus trop, on sait le faire, instinctivement, on sait parler, on maîtrise notre langue maternelle. Là chez les écrivains souvent, tous ces procédés ont été intériorisés et ils les connaissent sur le bout des doigts, mais c'est pas pour autant qu'ils peuvent toujours les nommer, et surtout pour autant qu'ils les conscientisent spécialement. Ça fait partie d'eux, ça fait partie de la façon dont ils ont appris à structurer leur cerveau, à penser. En fait, ils ont formé leur esprit, quoi. Leur esprit s'est formé comme ça, mais maintenant qu'il est formé, c'est pas la peine pour eux de revenir là-dessus, de l'évoquer, de le nommer. Donc, je tiens à vous rassurer, parce que moi, personnellement, ça me rassure, je vous rassure, non, les écrivains ne passent pas leur temps à faire une liste de figures de style qu'il faut placer dans leur texte et dire alors là je vais mettre une anaphore, tiens il me manque un hypalage, tiens je vais mettre une anacolute, ça va être marrant ça, pour un peu rond pour la structure là, tiens on va faire un chiasme, ça fera joli, etc. C'est pas comme ça que ça se passe, et heureusement. Imaginez l'ennui, imaginez l'horreur d'écrire comme ça. Ça va faire, franchement, niveau créativité et fun, c'est zéro. Pour autant, c'est pas parce qu'ils ne pensent pas consciemment à mettre ces figures de style qu'elles n'y sont pas dans leur texte. Vous voyez, c'est là que c'est prodigieux et tordu. Elles sont bien présentes. Les profs n'inventent rien. Quand on repère des figures dans un texte, elles y sont souvent. Alors, il y a quelquefois les profs fument aussi. Hein. Ça arrive des profs qui, quand même, partent assez loin, quand même, hein, qui surinterprètent et suranalysent. Mais dans bien des cas, tout ça est parfaitement justifié et pertinent. Ce qui est observé dans le texte est tout à fait réel.
Mais c'est pas parce que c'est présent que ça a été voulu de façon ultra conscientisée. Voilà, ça a été voulu au sens où c'est comme ça que l'écrivain a trouvé que son texte sonnait bien, que ça faisait joli, mais il l'a fait par instinct quasiment, par esthétique. Et heureusement. Il n'a pas eu à se prendre la tête à dire attends, je vais être une figure de style ici, tiens, ça s'appelle comme ça, tiens, je vais faire le truc comme ça. Heureusement, il écrit, il y a quand même une forme de spontanéité. Vous voyez, il y a un compromis, c'est ni quelque chose qui a été écrit comme ça, comme on parle, hein, c'est pas non plus quelque chose qui a été écrit comme ça sur un bout de serviette, mais c'est pas non plus quelque chose qui a été ultra calculé comme une espèce de, voilà, de codage, etc. C'est un peu entre les deux. C'est quelqu'un qui a un savoir-faire en termes de langage, mais qui a aussi beaucoup de talent souvent, beaucoup de prédisposition, qui a une forme d'éloquence, voilà, plus ou moins innée, et qui sait manipuler le langage, qui a un don avec ça, et qui va se retrouver effectivement à utiliser tous ces procédés-là, mais sans forcément avoir à les conscientiser ou en avoir conscience. C'est ça tout l'intérêt. Si je devais faire un parallèle, et je pense que c'est un parallèle, voilà, c'est le plus pertinent qu'on puisse faire sur le sujet, les figures de style, les procédés, donc la rhétorique, est au langage, et à l'écriture, et donc à la littérature, ce que le solfège est à la musique. Le solfège, on le sait, hein, c'est toute cette théorie, hein, cette technique musicale redoutable, hein, c'est vraiment très très redouté de tout le monde, hein, de ceux qui veulent apprendre la musique, de ceux qui l'apprennent. Parfois d'ailleurs c'est un repoussoir, hein, les gens ont peur en fait de se lancer dans la musique parce qu'ils ne veulent pas se taper le solfège. Hein. On est nombreux comme ça à s'être dû proposer de jouer des instruments, on aurait eu envie de jouer d'un instrument, mais on voyait venir en fait les leçons sur les gammes, sur les blanches, sur les noirs, sur les rythmes, les tempos, sur voilà, les notes en général, etc. Et c'est une espèce de science quasi mathématique de la musique qui est effrayante et qui est très dure à assimiler, qui est très technique et sans doute tout le monde n'est pas capable de l'assimiler. Et donc ça démotive. Parce que pour le plaisir de jouer un instrument et pour le plaisir de créer de la musique, c'est énormément de travail et de technique, de compréhension du langage de la musique. Voilà, à côté, la rhétorique de littérature et de français, c'est facile. Hein. Or, et vous voyez, on retrouve le même déchirement qu'avec la littérature et le français. Nous, ce qu'on aime avec la musique, c'est les émotions. Ce qu'on aime avec la musique, c'est que ça sonne joliment, c'est que ça sonne bien, c'est que les mélodies soient belles, nous emportent, nous touchent, etc. C'est les émotions, c'est le tempo, c'est un tel enchaînement de notes, les accords. Enfin, voilà, on sent bien qu'il y a de la technique derrière, qu'il y a des choses très complexes en œuvre, mais on n'a pas envie d'y penser. On a envie de kiffer, d'en profiter, soit en tant qu'auditeur, soit éventuellement en tant que musicien. On est nombreux à s'être rêvés pianistes de génie, à pouvoir jouer du piano comme ça, par pur génie, tel un Mozart, sans avoir à penser à la technique, sans avoir à penser au solfège. Or, ce n'est juste pas possible, malheureusement. Vouloir maîtriser la musique sans solfège, c'est comme peut-être vouloir écrire sans connaître l'alphabet, quoi. Enfin, c'est l'alphabet musical. Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Hein, voilà. Donc, il faut bien maîtriser ça. C'est ça un peu l'équivalent. C'est-à-dire que c'est les figures de style, comment les procédés, c'est un petit peu le solfège de la littérature. Mais justement, en fait, il y a un compromis entre connaître cela, voilà, avoir appris ses gammes, et en même temps savoir un petit peu s'en détacher, ne pas trop y penser, et finir par l'avoir tellement intégré, avoir tellement intégré tout ça, qu'on n'y pense plus, on fait ça d'instinct. Et en plus, ajoute à ça l'inspiration, le talent, la créativité. Et donc, on peut obtenir en fait une espèce comme ça de créativité, enfin de compromis de créativité, où on a effectivement quelqu'un qui maîtrise son art, qui maîtrise la technique de son art, qui sait ce qu'il fait, mais c'est pas pour autant que tout est ultra analysé, pensé, conscient, etc., et qu'il a transformé ça en fait en une espèce comme ça d'instrument de torture rhétorique. Maintenant qu'il maîtrise les règles, il peut s'amuser avec. On peut s'amuser avec les règles qu'on a apprises et qu'on n'a plus à apprendre, et on peut jouer avec, et même apprendre à s'en détacher, et même à les rompre et à transgresser. Voilà, donc c'est un petit peu ce rapport-là. Et j'ai envie de dire même que le rapport est encore plus souple en littérature, parce que c'est vrai que la littérature quand même est moins mathématiquement exacte ou calculée que la musique. La musique c'est vraiment très très complexe, effectivement on peut pas faire pour n'importe quoi avec le solfège. La littérature permet peut-être un peu plus de liberté, j'ai envie de dire, en tout cas même de méconnaissance. On peut être plus. D'ailleurs, de nombreuses personnes écrivent alors qu'elles n'y connaissent absolument rien. Bon, ça fait pas toujours des bons textes aussi. Mais voilà, en tout cas, c'est vrai que peut-être permet un peu plus un rapport instinctif aux choses. Bon, je dis ça en même temps, la musique c'est possible aussi. Et vous voyez, bon, puisqu'on parle de musique, on parle de solfège, etc., je vais me permettre une illustration, et pour le coup, je ne vais pas passer par la musique classique, que je connais certes et que je peux bien aimer, mais je vais volontairement passer par ce qui est mon genre musical préféré, et qui est d'ailleurs justement le descendant, l'héritier direct de la musique classique, pour moi c'est la continuité logique de la musique classique, c'est la musique de film. Bon, tout le monde connaît les compositeurs principaux que sont John Williams ou Hans Zimmer, éventuellement Danny Elfman ou James Horner, mais oui déjà on commence à perdre un peu les gens.
Bon voilà, tout de suite, les gens connaissent moins Craig Armstrong ou Thomas Newman ou Michael Nyman ou oui, il y a beaucoup de man hein, dans la musique de film, ou Michael Giacchino, bref voilà, bon, plein d'autres encore. Je ne vais pas me lancer là-dedans parce que c'est une de mes passions, donc je vais essayer de me maîtriser, mais bref, la musique de film par exemple. Justement, en musique de film, il y a toutes sortes d'écoles en fait de compositeurs, et par le style de musique qu'ils font déjà, hein, c'est-à-dire que certains sont quand même plus à l'aise dans certains registres. Hein. Thomas Newman est un compositeur comme dans l'ensemble très introspectif, avec des musiques plutôt douces, plutôt lentes, avec des orchestres assez réduits en fait comme ça, qui restent un peu sur des instruments assez simples. Et puis il y a des compositeurs beaucoup plus wagnériens, beaucoup plus grandiloquents, beaucoup plus épiques, hein, comme John Williams avec des orchestres symphoniques, des grands ensembles, et puis des partitions extrêmement complexes, hein, des choses extrêmement avec beaucoup de fioritures, d'ornements, etc. Enfin, c'est juste virtuose, hein, c'est virtuose John Williams. Il y a des compositeurs qui sont encore dans une autre veine, comme Hans Zimmer. Justement, oui, je vais faire la comparaison Hans Zimmer, John Williams, parce que c'est assez révélateur justement du rapport au solfège, et donc en parallèle avec les écrivains, du rapport aux figures de style. John Williams, c'est un compositeur de la vieille école. C'est vraiment comme on en fera malheureusement plus, bientôt peut-être, je ne sais pas, mais c'est quelqu'un qui maîtrise à la perfection la technique musicale, la théorie musicale, le solfège. C'est quelqu'un qui sait écrire une portée, qui sait lire la musique. Bref, voilà, c'est quelqu'un qui écrit la musique et qui la lit. Et qui écrit en plus des musiques extrêmement complexes, qui écrit pour plusieurs lignes d'instruments, qui sait jouer sur les rythmes, qui sait jouer avec les différents types de gammes. Enfin, c'est vraiment incroyable, quoi. Voilà, c'est à se demander comment un seul homme arrive à faire tout ça. Donc John Williams, on est vraiment dans la quintessence, là pour le coup, oui, de quelqu'un qui maîtrise ses figures de style et son solfège, et qui, oui, on peut le dire, quand quelque chose apparaît dans sa musique, c'est volontaire. Il l'a voulu, il sait ce qu'il fait. Et c'est vrai que c'est bluffant, parce qu'on peut analyser sans fin sa musique. Alors, il y a une part d'instinct, bien sûr, c'est comme quelqu'un aussi qui a beaucoup d'inspiration, d'instinct, et qui compose au piano d'abord, etc., bien sûr. Mais en tout cas, quand il fait la partition, on voit qu'il sait ce qu'il fait. Donc lui, c'est vraiment le technicien, quoi. Et on voit que ça paye, parce que c'est vrai que ça se voit que c'est un technicien, ça se voit au prodige de ses musiques, à la complexité. Je ne parle pas des thèmes principaux, là. Là, je vous parle en connaisseur de musique de film. Là, des morceaux que vous ne connaissez peut-être, malheureusement, même pas pour beaucoup, et c'est bien dommage. Mais là, on ne parle pas des thèmes principaux, les Dents de la Mer, Star Wars. Les thèmes principaux, presque, on s'en fout. C'est les parties les plus simples. Mais vraiment, la musique, le score, il y a 2 heures de musique par film. 2 heures de musique par film, quasiment. Sur 2 heures de musique, je peux vous dire qu'il y a des morceaux d'une sophistication, d'une complexité, d'une beauté aussi, évidemment. La beauté avant tout, hein. C'est avant tout au service de la beauté, tout ça, et de l'émotion. En guise d'illustration, petite interlude musicale, hein. En plus ça fera office de pause, hein. Plutôt digression musicale, pensons certains, s'ils subissent la chose, mais bon, vous pouvez toujours un peu avancer le curseur. 3 minutes de John Williams, issu de 3 films dont il a composé la musique la même année. Minority Report de Steven Spielberg, 2002. Harry Potter et la Chambre des Secrets, 2002. Et Star Wars épisode 2, l'attaque des clones de George Lucas, 2002.
Voilà ce que John Williams, 70 ans en 2002, 70 ans en 2002, composait à cette époque pour ses 3 films la même année. Et puis, on a un autre compositeur plus récent, nouvelle génération, qui est Hans Zimmer. Hans Zimmer, vous voyez, c'est pas un vieux de la vieille comme John Williams qui vient de la musique classique et tout, qui vient des orchestres, du solfège. Zimmer l'a toujours dit, il ne connaît pas son solfège. Bon, il a 2-3 notions, etc. Voilà, il sait à peu près, mais il a des connaissances en musique d'équivalent de quelqu'un, vous voyez, d'une rockstar, et ce qu'il a un petit peu été. Hein. Hans Zimmer a commencé dans la pop musique, dans les années 80. Zimmer, il était au clavier dans ce groupe, les Buggles. Il était au clavier dans le clip, on le voit en train de faire du clavier, quand il est très jeune. Donc Zimmer, il vient de la pop musique. C'est quelqu'un qui était avec son petit synthé, qui faisait comme ça des notes au synthé. C'est pas nul. Hein. C'est déjà brillant d'inventer comme ça des gimmicks, des thèmes, des petites mélodies qu'on retient, etc. pour la pop. Hein. C'est admirable. Hein. Mais c'est pas le même travail. C'est pas le musicien qui est sur c'est porté comme ça, en train d'écrire des lignes de notes et tout, très complexes pour un orchestre symphonique. C'est quelqu'un qui est sur son petit clavier, comme on peut être nombreux à le faire. Et sur son petit clavier, on improvise des thèmes, on s'amuse à faire des assemblages de notes, un peu parfois à l'aveugle. Hein, vous voyez, on fait ça un peu à l'aveugle parce qu'on a repéré un petit peu où étaient les notes et on regarde un peu si ça sonne bien, on fait des accords. Vous voyez, c'est beaucoup plus à tâtons, beaucoup plus instinctif, c'est beaucoup moins théorisé et conscientisé. Et Zimmer, il ne l'a jamais caché, il est plutôt comme ça. Zimmer, c'est quelqu'un qui travaille en plus beaucoup avec ordinateur, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup avec de la musique synthétique. Alors ça aussi, c'est discutable et discuté parce que certains trouvent que du coup, ça s'éloigne d'une musique authentique, on perd le côté instrument. Il ne sait pas diriger un orchestre aussi. John Williams dirige ses orchestres. John Williams est chef d'orchestre, il sait diriger, il dirige lui-même ses morceaux. Zimmer ne peut pas diriger un orchestre. Zimmer n'a jamais dirigé. Zimmer a en fait un conducteur d'orchestre qui s'appelle Gavin Greenaway, en partie, hein, c'est un de ses principaux directeurs d'orchestre. C'est lui qui en fait dirige les orchestres quand il faut enregistrer les morceaux. Mais Zimmer, lui, il est à la production. En fait, Zimmer, c'est un producteur en fait, producteur de musique. Il est dans la régie derrière, il est là en train de jouer sur les potards, etc. Il a composé les mélodies, c'est déjà un immense mérite. Hein. Zimmer est un immense compositeur, je ne le remets pas en question, j'adore, j'ai plein de CD de lui, etc. J'adore ses musiques, il est incroyable. Mais c'est sûr que c'est un peu moins virtuose. C'est quelqu'un, on sent bien, qui n'a pas une maîtrise, qui est très intelligent, qui a d'excellentes intuitions, qui a de très bonnes idées, c'est déjà grandiose. Mais on voit bien que c'est pas technique, quoi. Il peut pas écrire de la musique, il peut pas lire la musique. Il est sur son clavier, il compose des trucs, il tente des choses, il a des idées de telle sonorité, il a des idées vraiment brillantes. Mais une fois qu'il a créé ses démos et tout ça, il est obligé de coopérer avec des gens qui, eux, savent écrire la musique. Il est obligé de coopérer avec des gens qui, eux, savent conduire un orchestre. En fait, il est obligé de se faire assister. Zimmer, c'est quelqu'un qui travaille en équipe. Parce qu'il ne peut pas faire les choses tout seul, parce qu'il n'a pas les compétences. Je suis désolé, c'est comme ça, voilà. Ça n'empêche pas d'être brillant dans ce qu'il fait. Mais c'est un producteur de musique. C'est quelqu'un qui invente des thèmes comme ça. Donc, vous voyez, là, on a affaire à quelqu'un qui fait de la musique brillante, extraordinaire, qui touche plein de gens, qui est vraiment génial, mais qui ne connaît pas son solfège, qui ne connaît pas ses techniques, et du coup qui compose un peu comme ça instinctivement à l'aveugle. Et donc là, typiquement, si on analyse du Zimmer, on peut analyser du Zimmer, on peut parler de ce qui se passe dans ses musiques, des appoggiatures, on peut parler des ruptures de rythme, on peut parler des différentes gammes qui sont en jeu, on peut parler comme ça des orchestrations, mais en fait, c'est pas forcément volontaire et conscientisé. Lui-même pourrait peut-être même pas nommer ce qu'il a fait. D'ailleurs, il le dit souvent, hein, quand on demande à Zimmer, au passage, c'est quoi le secret pour telle musique, comment vous avez fait pour ça? Écoutez, je pourrais pas vous dire, je sais pas. Il y a une part de coquetterie là-dedans, parce que Zimmer, il est un peu excessivement modeste parfois, il aime bien faire le genre, vous savez, moi, je sais pas trop ce que je fais, vous savez, je suis pas le meilleur et tout. Mais il y a aussi une part de vérité. Il sait vraiment pas ce qu'il a fait. Il peut pas expliquer ce qu'il a fait. Vous demandez à Williams ce qu'il a fait, croyez-moi, il va vous expliquer ce qu'il a fait. Williams, quand il vous raconte sa musique, croyez-moi, on sent que le gars, il sait ce qu'il a fait. Tout est réfléchi, pensé, il sait très bien quel procédé il a utilisé. Zimmer, lui, il sait pas trop ce qu'il a fait. Il dit les choses comme ça, mais ça n'empêche pas que c'est brillant. Il a eu des idées extraordinaires pour Gladiator, il a eu l'idée géniale, c'était novateur pour l'époque, il a révolutionné la musique de Peplum, il a recodifié complètement la signature sonore de ce genre cinématographique en ayant l'idée d'incorporer une tonalité féminine. C'est une idée inspirée par sa femme, il le dit toujours. Hein. Il dit que quand on lui a proposé Gladiator, il a accepté, puis que sa femme l'a charrié en disant « Ah, vous les hommes, toujours avec vos films de KPDP, de guerre, là, etc. » Et il s'est fait la remarque, il dit « Mais oui, c'est vrai qu'elle a raison. On part toujours dans les sonorités hyper viriles pour les péplums, etc. On part toujours dans les sonorités hyper masculines et tout, des brasses, hein, donc des cuivres et tout, des corps. » Et là, Zimmer a eu l'inspiration, il s'est dit « Mais oui, peut-être que la clé pour Gladiator, en fait, pour compenser toute cette testostérone, c'est de mettre un peu de féminité, d'insuffler de la féminité. »
Et si, et comme on ne connaît pas la musique de l'Antiquité, on n'a pas de CD de l'époque, hein, donc on peut tout imaginer, et si on imaginait des voix féminines dans Gladiator qui apportent déjà une féminité, une sensibilité, une émotion, mais en plus une couleur en fait qui fait un peu penser, vous savez, aux Pythie, aux oracles, aux prêtresses comme ça, des temples et tout, enfin voilà. Et ce côté mystique. Et c'est là qu'il a eu l'idée d'engager Lisa Gerrard et qu'il a eu cette idée extraordinaire des voix féminines dans Gladiator, c'est-à-dire de mettre un peu de féminité dans cet univers. Et en plus, il a trouvé que ça faisait un écho à l'histoire de Maximus qui a perdu sa femme, qui a perdu son fils, donc la voix féminine de sa femme. Enfin, c'est brillant et c'est brillantissime. Une idée comme ça vaut tous les solfèges du monde. Et vous voyez, il peut expliquer comme son procédé, comment il a eu l'idée, tout comme il a eu l'idée de l'orgue pour Interstellar, etc. C'est des idées géniales, et il les a très bien mises en œuvre, mais ce n'est pas technique au sens solfège. Zimmer, typiquement, lui, ne connaît pas ces figures de style. Quelqu'un qui ferait un commentaire technique de la musique de Zimmer nommerait des procédés que Zimmer lui-même n'a pas eu conscience d'utiliser, lui-même ne peut pas nommer. Mais il les a utilisés quand même, vous voyez, c'est pas parce qu'il ne peut pas les nommer qu'il ne les a pas utilisés. Ils sont là, malgré lui, parce que ça existe, ça a été identifié, codifié, mais lui, il les utilise instinctivement. On peut dire que c'est presque encore plus méritoire, hein, encore plus du talent, du génie, parce que le gars, il ne connaît pas la technique, et pourtant, il fait des choses géniales. Mais croyez-moi, ça se voit quand même dans sa musique que c'est un peu plus simple. C'est pour ça d'ailleurs que ça plaît davantage. Il faut aussi être clair. Hein. Les gens, quand c'est trop compliqué pour eux, ils ne peuvent pas suivre. Et la musique de John Williams, c'est quand même beaucoup plus complexe. Donc, et pour un public beaucoup plus averti et entraîné. Zimmer, c'est de la musique progressive. Voilà, c'est des build-up comme ça très longs et tout. C'est des boucles qui se répètent. C'est des choses assez simples, assez dépouillées. Il n'y a pas de trop de surempilement en fait d'instrumentation, d'instruments, etc. Et donc ça reste lisible et simple, et en même temps très percutant et très efficace. Donc c'est brillant, mais c'est brillant dans quelque chose d'accessible. C'est pour ça que les gens aiment autant.
grande parenthèse de la musique de film refermée. J'espère au moins qu'elle a le mérite d'être pédagogiquement pertinente et efficace. Mais vous voyez, les figures de style, c'est ça, en fait. Qui a inventé les figures de style? On l'a vu. Et est-ce que les écrivains ont conscience d'utiliser les figures de style? Est-ce qu'ils savent ce qu'ils font? Est-ce qu'ils le font volontairement? Oui et non. Ça dépend des écrivains, de leur degré de technicité, à quel point ils maîtrisent cette technique et à quel point ils l'utilisent. Certains le font très instinctivement, ne se rendent pas compte et ne veulent pas s'en rendre compte parce qu'ils n'aiment pas ça. Certains, en revanche, sont des gros techniciens qui adorent faire ça. Ça donne toutes sortes de textes différents, mais ce qui est sûr, c'est que, oui, on parlait de musique, la littérature, pour les écrivains, c'est avant tout de la musique. Évidemment en poésie pour quelqu'un comme Baudelaire, et évidemment même en littérature pour quelqu'un comme Flaubert. Flaubert est connu pour ses gueuloirs, ce qu'il appelait son gueuloir, c'est-à-dire la façon dont, quand il avait écrit une page, il la lisait à voix haute dans son gueuloir pour vérifier que ça sonnait bien et que ça collait bien. Vous voyez, Flaubert, il s'en foutait de parler de métaphores, d'hypallage, d'anacolute, de chiasme, il s'en foutait complètement, c'est trop, il ne connaissait même pas les termes. Mais Flaubert avait la science de la phrase qui sonne juste, qui sonne bien. Et il savait ce qu'il voulait obtenir. Donc il faisait ça à l'oreille en fait. Il composait à l'oreille aussi, vous voyez, c'est de la composition, il composait à l'oreille. Et les écrivains, ils composent avant tout à l'oreille et au cœur. Donc, si je devais donner un avantage à une des deux solutions, je dirais que non, les écrivains n'ont pas conscience de ce qu'ils font et ce n'est pas leur travail que d'analyser ça grammaticalement. Ce ne sont pas des grammairiens, les écrivains, ce sont des artistes. Donc ça, c'est le rôle des critiques littéraires ou des professeurs ou des grammairiens ou des sophistes. Les professeurs d'aujourd'hui sont les héritiers des sophistes, qui se servent tant qu'à faire des textes littéraires illustres pour entraîner leurs élèves à repérer les procédés, à apprendre la rhétorique et à l'utiliser. Paraphrasons Doc dans Retour vers le futur, quitte à s'entraîner sur des textes, autant que ce soit des textes qui ont de la gueule. Faut voir grand dans la vie. Quitte à voyager à travers le temps au volant d'une voiture, autant choisir une qui ait de la gueule. On va analyser des DeLorean tant qu'à faire. Les DeLorean de la littérature, c'est toujours plus sympa pour s'entraîner, pour apprendre à manipuler son langage. Ça c'est le rôle des professeurs ou des grammairiens et des critiques littéraires. Mais l'écrivain, lui, il est dans sa phrase, dans son instinct, dans son intuition, dans la musique des mots et dans les sentiments et dans ce qu'il ressent. Et donc c'est instinctif tout ça. Voilà. Donc c'est quand même, je pense, l'aspect qui domine le plus. Donc voilà, si je devais quand même pencher pour une réponse, non, les écrivains n'ont pas à ce point-là conscience de ce qu'ils font. Si on leur demandait, ils pourraient à la rigueur, peut-être parfois certains, plus ou moins bien s'expliquer sur oui d'accord, là c'est qu'il y a ça, c'est que là j'ai voulu faire ça, etc. Quand même, parfois ils vont se rendre bien compte qu'ils ont mis une métaphore, qu'ils ont mis une anaphore pour les figures de style, vous voyez, les plus évidentes et les plus communes. Mais non, ils ne sont pas là en train de scruter chaque figure de style qu'ils ont utilisée, à la conscientiser à chaque fois, à faire des listes de trucs à placer, non. Ils sont dans le langage, dans le parler, dans l'éloquence, dans l'instant, dans l'émotion. Et à l'arrivée, ça donne des textes parfois très techniques, plus ou moins techniques, que a posteriori, des professeurs vont étudier, analyser, ou des critiques littéraires pour expliquer comment c'est fait en fait, vous voyez. C'est un peu comme la différence entre quelqu'un qui conçoit un objet et celui qui va le démonter pour l'analyser, pour le scruter, inventorier les pièces. On a vu que jusqu'au collège, on est encore dans une approche à peu près pragmatique du français. On est vraiment encore dans une approche comme ça, concrète, pragmatique, et donc forcément utile. Et surtout, en fait, on peut comprendre qu'on aime ou pas cette matière, en tout cas à quoi elle sert. Le lycée est un tournant, et un tournant plutôt regrettable, à cause de l'importance démesurée que prennent les figures de style et les procédés. Tout ça à cause du commentaire de texte, l'exercice du commentaire, et surtout la façon dont il est approché. Parce qu'encore un commentaire, ça pourrait prendre bien des formes,
Mais là, c'est le fait que ce commentaire prenne une forme aussi stylistique, aussi technique sur le plan linguistique, et d'une façon complètement pédante et vaine à la fin. À partir du lycée, le français marche sur la tête. On peut dire qu'il y a une véritable perte de sens. Et l'expression n'est pas usurpée puisque c'est vraiment ça en fait. On perd le sens des textes. À vouloir au contraire justement trop en trouver, à vouloir trop les suranalyser et tout rapporter comme ça à la forme, à la figure de style, on perd le sens profond et des textes et presque pire encore de la matière du français elle-même. Un exemple très concret de ça que j'ai rencontré si souvent dans mon expérience de cours à domicile, mais évidemment avant cela en tant qu'élève, moi-même, quand j'étais au lycée, c'est la façon dont, quand un professeur vient de distribuer un nouveau texte, donc encore une fois tout nouveau, on vient de le découvrir, on découvre de qui il s'agit, de quelle époque, quel siècle, quel mouvement, quel auteur, etc. On découvre un extrait sorti complètement de son contexte, d'une œuvre d'origine, et voilà, on est encore en fait au stade déjà de savoir de quoi ça parle. À peine la première lecture a eu lieu, que immédiatement, la toute première question du professeur, et qui va occuper sans doute des heures de cours après ça, c'est « Alors, qu'est-ce que vous repérez dans ce texte? Qu'est-ce que vous voyez? Est-ce que vous repérez des figures de style, etc. » Mais est-ce que vous vous rendez compte du niveau de dinguerie? Bon, bien sûr que vous vous rendez compte, parce que généralement les élèves se rendent compte. Ce sont les enseignants qui ne se rendent pas compte. En fait, c'est les enseignants qui, la tête dans le guidon, ne se rendent même plus compte des charlatans qu'ils sont devenus avec cette matière. C'est du charlatanisme à ce stade-là. Et c'est complètement de la folie. Mais dans quel monde de dingue, on se précipite sur les figures de style vaseuses et pédantes d'un texte sans même avoir pris le temps de le comprendre, ou en tout cas de s'être assuré que tout le monde l'a bien compris, a bien compris le sens, et de faire le point avant tout là-dessus. Or, il est devenu impossible au stade du lycée de faire un point de situation sur le sens du texte. Pourquoi? Parce que, vous le savez, l'ennemi désigné au lycée, tout d'un coup on vous apprend que ça c'est l'ennemi juré, c'est tout ce qu'il ne faut pas faire, c'est le truc à éviter à tout prix, c'est le hors-sujet assuré, c'est la mauvaise note assurée, c'est la paraphrase. Alors la paraphrase, c'est l'antéchrist, là ça y est c'est bon, c'est l'obsession des profs dans le mauvais sens du terme, la paraphrase. Alors à la base la paraphrase effectivement c'est en gros la reformulation. Alors on est d'accord, dans la vie, la paraphrase ça peut être agaçant, un petit peu énervant parce que vous avez testé peut-être dans vos dialogues avec des gens, dans la communication au quotidien, quand quelqu'un répète ce que vous dites, c'est énervant, c'est sûr. Quand vous venez de dire un truc et que quelqu'un le reformule à l'identique, sans apporter quoi que ce soit à la discussion, oui, ça peut être agaçant. Ça, c'est les cas où c'est mauvais. Mais la paraphrase, quand c'est bien fait, quand c'est fait avec une bonne intention et que c'est bien fait, ce n'est autre qu'une restitution de la parole entendue et une façon de s'assurer qu'on a bien compris ce que l'autre nous a dit. C'est une occasion de confirmer qu'il n'y a pas de malentendu, qu'il n'y a pas de quiproquo. Et en reformulant, en se réappropriant le message donné par autrui, eh bien voilà, l'autre comme ça peut se sentir écouté, peut se sentir compris, et surtout la discussion part sur de bonnes bases parce qu'on est parti du même sens en fait, ensemble. Voilà, donc ça écarte les risques de malentendu, de quiproquo. Donc la paraphrase, loin d'être l'ennemi juré du français, au contraire, est son point de départ en quelque sorte. C'est pas pour rien d'ailleurs que pendant si longtemps, en primaire et au collège, un des exercices centraux de la matière, c'est justement la reformulation, c'est justement le résumé, la synthèse, et donc la paraphrase, savoir en fait restituer le sens du texte le plus fidèlement possible pour montrer qu'on a bien compris. Mais à partir du lycée, tout cela devient tout d'un coup tabou, tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant est considéré comme négatif, et on passe à un autre stade, une espèce comme ça de stade de divination, on est quasiment dans la divination, là, voilà, attention, c'est pour les ringards, restituer le sens du texte, non, vous êtes dans le turfu, vous allez lire dans les mares de café, dans les feuilles de thé, et vous allez comme ça faire un petit peu de suranalyse, parce que vous voyez, en fait, au-delà des formes, au-delà des apparences, au-delà du sens du texte, au-delà des mots, vous lisez dans la matrice, voilà, alors vous lisez entre les lignes, alors j'avais un professeur qui disait entre les lignes, il n'y a que du blanc. Phrase hautement pertinente parce que concrètement, oui, effectivement, entre les lignes, concrètement, il n'y a que du blanc. Alors bien sûr, l'expression est figurée, oui, effectivement, mais ça peut arriver dans la vie que lire entre les lignes soit utile, soit intéressant. Mais avant de se précipiter à lire entre les lignes, il s'agirait déjà de lire les lignes. Parce que si vous lisez entre les lignes d'un texte sans avoir jamais lu les lignes en elles-mêmes, c'est problématique. Donc vous voyez, c'est même pas tant finalement le problème d'aller chercher plus loin ou de lire entre les lignes,
mais c'est de sauter une étape en fait. C'est une question d'étape. Et c'est là que c'est hallucinant. C'est qu'en fait, il n'y a même plus le droit de parler simplement de ce dont le texte parle. Il faut parler de tout sauf ce dont le texte parle. Il faut parler des figures de style, des images cachées, etc., des métaphores. C'est hallucinant et surréaliste. Comment voulez-vous qu'une classe ne soit pas complètement larguée face à ça? Là, la méthode est indéfendable, est injustifiable. Donc je suis de votre côté là-dessus. Là je peux vous dire que ce sont les élèves qui ont raison. C'est du n'importe quoi. Et il n'y a rien de tel pour ridiculiser le français en tant que matière et pour lui faire du tort. Donc il faudrait à tout prix revenir là-dessus. Et donc, oui, moi j'ai plusieurs fois vu en cours particulier des élèves qui en fait, comme ça, se précipitent à me parler de figures de style. Alors ouais, j'ai repéré ça, j'ai repéré ça, j'ai repéré ça. Et puis je regarde le texte, parfois un texte du XVIIe siècle par exemple, un texte d'année 1600, un texte comme qui date un petit peu, tout ça, parfois pas très facile. Et juste par curiosité déjà, enfin, je lui demande, je dis, mais du coup le texte, t'en penses quoi du coup? C'est quoi ton avis là-dessus? T'as ressenti quoi? Qu'est-ce que t'en penses? Alors généralement, soit parce qu'ils osent pas trop, soit parce que de fait ils n'ont pas vraiment d'avis, mais ils me disent qu'ils n'en pensent pas grand-chose. Et puis là, je précise un petit peu, je leur dis, oui mais du coup qu'est-ce que t'as compris de ce que dit le texte en fait déjà? Ça parle de quoi? Et là, généralement, l'élève est absolument incapable de me dire de quoi ça parle. Et c'est pas qu'il n'a pas écouté en cours, puisqu'il est tout à fait capable de me parler des figures de style, de s'épancher très longtemps sur là il y a tel procédé, là il y a une anaphore, là il y a un chiasme, etc. Mais aucune trace du sens du texte. Donc je lui demande, je dis mais le texte il parle de quoi là? Vous en avez parlé en classe? Et là, évidemment, l'élève m'explique qu'en fait en classe, ils n'ont pas du tout parlé du sens du texte. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas du tout pris le temps de faire le point sur ce que le texte voulait dire, ce qu'il signifiait, ce qu'il disait, simplement en fait son message quoi. Ils se sont précipités sur la figure de style. Donc ça fait 2, 3, parfois 4 séances, donc entre 5 et 8 heures de cours, qu'ils ont les yeux rivés sur des figures de style, mais qu'ils n'ont même pas pris le temps, la peine, d'expliquer de quoi parle le texte, de faire un point là-dessus. Et comme parfois le texte n'est pas facile, est un petit peu ancien, un petit peu daté, qu'il y a des mots un petit peu rares, et que son sens n'est pas forcément évident au premier coup d'œil à la première lecture, eh bien ça veut dire qu'il y a 3/4 de la classe qui est complètement larguée, qui ne sait même pas de quoi le texte parle. Donc généralement, moi ce que je fais, c'est que avant d'en venir éventuellement au côté commentaires littéraires, commentaires thématiques et figures de style, etc., je reprends le texte avec l'élève, et paragraphe par paragraphe, parfois phrase par phrase, en tout cas paragraphe par paragraphe, strophe par strophe avec la poésie, eh bien, on relit chaque passage, et à chaque passage, eh bien, je lui demande ce qu'il en pense, ce que ça veut dire, ce que ça raconte, de me reformuler un petit peu ce que ça dit. Et là, généralement, c'est très intéressant, parce que dans bien des cas, l'élève n'est pas capable de restituer fidèlement le sens du texte. Vous voyez, quand on dit que la paraphrase, de toute façon, ouais, c'est trop évident, la paraphrase, de toute façon, c'est trop facile, c'est trop évident, on s'en fiche, on sait déjà. Bah non, on ne sait pas. Parce que ce que permet de découvrir la paraphrase, généralement, c'est que on croit avoir compris ce qu'en fait, on n'a pas compris. Vous voyez, c'est que, et ça, dans la vie, ce serait sans doute ça aussi si on le faisait. On croit en permanence avoir compris les choses, et en fait, on ne les a pas comprises. Et donc, ça crée des malentendus, et donc, ça crée des quiproquos, et donc, ça crée des problèmes dans la communication humaine, et donc, a fortiori avec la littérature ici. Donc, dans la vie, il y a ne pas comprendre mais le savoir. Ça va encore parce qu'on peut à la rigueur demander à quelqu'un, ou alors on peut se dire attention, prudence, je suis pas sûr d'avoir bien compris. Mais le plus dangereux dans la vie, c'est quand on est persuadé d'avoir compris alors que c'est pas le cas. Là, c'est la porte ouverte au quiproquo et au malentendu. Donc, c'est exactement ce qui se passe souvent quand on fait faire de la paraphrase. La personne croit que c'est inutile. Je dis mais non, mais ça sert à rien, de toute façon, c'est bon, on a des yeux pour lire, c'est bon. Non, ça a l'air évident. Apparemment, ça ne l'est pas parce qu'on n'a pas du tout compris la même chose. Et ce n'est pas le bon sens du texte. Donc, que les professeurs escamotent cet exercice, fassent l'impasse dessus, et se précipitent sur l'étape suivante, c'est complètement hors de propos et c'est de la folie pure. Tout le monde part avec une interprétation différente du texte, un sens différent, voire même pas de sens parce qu'ils n'ont pas compris. Mais on est rendu à analyser des figures de style. Et le pire là-dedans, c'est que l'exercice d'évaluation est quasiment conçu pour que ce ne soit absolument pas grave d'avoir rien compris au texte, qu'en fait le sens du texte est complètement secondaire, et qu'en revanche, tant qu'on sert pas la figure de style, on aura de bonnes notes. Donc c'est-à-dire que même l'exercice valide, justifie, récompense la perte totale de sens et les élucubrations pédantesques autour des figures de style. Enfin, c'est quand même délirant. Le signal envoyé ne pourrait pas être pire par rapport à la matière. Parlons même pas du ridicule dans lequel elle s'affiche par rapport
à des esprits plus pragmatiques, comme certains scientifiques s'en réclament. Donc forcément, que du côté des gens qui ont une sensibilité plus scientifique, c'est vu comme une matière complètement absurde, voilà, sans aucun sens, complètement aléatoire, complètement random, parce qu'effectivement, c'est l'impression que ça donne. Si on ne peut même pas se mettre d'accord sur un sens objectif des textes, et les textes ont un sens objectif, hein, les auteurs, ils se sont pas emmerdés à écrire pendant des heures et des pages pour raconter tout n'importe quoi, hein, ils cherchent à dire quelque chose de précis et pas autre chose, à ce qu'on comprenne une certaine chose et pas une autre. Mettre à mal ce travail-là de sens des textes, c'est quand même catastrophique. Donc pour le coup, ce n'est pas la faute des élèves, c'est vraiment la faute des professeurs, et plus directement encore sans doute de la faute de ceux qui leur donnent des consignes, qui leur transmettent des consignes, donc des programmes, donc de l'éducation nationale, donc voilà, de tous ceux qui sont à l'origine comme ça des méthodes. C'est de la faute des pédagogues, de ces gens-là, des responsables, si le français est dans cet état, que la matière est dans cet état. Ce n'est pas la faute des élèves, puisque les élèves, eux, ne font que suivre les méthodes qu'on leur impose, ils n'ont rien demandé, et sans doute que si ça ne tenait qu'à eux, ils s'y prendraient autrement. Donc là, c'est bien la faute des professeurs. Et c'est comme la faute des profs, puisque même s'il y a un programme, c'est sûr, excusez-moi, mais ça prend, allez, on va dire, une séance, une bonne heure ou deux, de faire le point sur le sens du texte avant de se précipiter sur les figures de style. Et on a le temps de faire ça. Et surtout, ça ne se verra pas. C'est-à-dire que, donc, il n'y a rien à y perdre, il y a tout à y gagner à faire ça. Et pourtant, ce n'est pas fait. À croire que les professeurs eux-mêmes ont complètement perdu la tête, marchent sur la tête, ont complètement perdu le sens de leur propre matière, et ne savent même plus comment faire autrement. Maintenant, je vais quand même me faire l'avocat du diable, on ne sait même plus qui est le diable là-dedans, et en tout cas, voilà, un peu renverser la charge de responsabilité. Je vais quand même voilà, me permettre de prendre un petit peu la défense des professeurs et des programmes, et quand même d'accabler un petit peu les élèves, hein, vous m'excuserez. Mais c'est vrai qu'on peut voir quand même les choses un peu différemment. Oui, c'est vrai, le français, tel qu'il est au lycée, met beaucoup la dose sur les procédés, les figures de style, etc. et néglige beaucoup le sens littéral, le sens concret, pragmatique des textes, et donc perd de vue l'exercice pas si stupide, pas si bête de la paraphrase, de la synthèse, de la reformulation. Tout cela parce qu'on part en fait du principe que le sens du texte littéral est évident, est acquis, hein, est acquis dès la première, voire la seconde lecture. Et ça, pour le coup, si ce critère-là n'est pas assuré, si ça ne fonctionne pas, c'est pas tant la faute des professeurs, là, c'est effectivement la faute des élèves. Parce qu'on peut retourner du coup le couteau, là, on peut retourner la responsabilité, et plutôt demander aux élèves comment ça se fait que, au lycée, arrivé au lycée, c'est-à-dire que des personnes entre 15 et 18 ans, hein, vous ne soyez pas capable de comprendre le sens d'un texte en français. C'est un texte en français dans votre langue, hein, même si parfois les textes datent un petit peu. Ça fait quand même longtemps normalement que les élèves sont confrontés à des textes de cet âge-là, hein, du Molière, etc. par exemple. Il y a en plus souvent des petits mots de vocabulaire qui sont donnés, etc. Le dictionnaire, ça existe, c'est pas pour les chiens. Enfin bref, tous les outils linguistiques sont à disposition des élèves pour comprendre le sens d'un texte. Ils ont tout ce qu'il leur faut. Sans parler du fait qu'ils ont donc derrière eux tout un enseignement dans cette matière qui remonte au CP. Ça fait depuis le CP, donc l'école primaire, en passant par le collège, donc jusqu'à la 3e, que les élèves apprennent à lire, à écrire, à comprendre des textes, à reformuler des textes, à savoir lire en autonomie, à comprendre par eux-mêmes ce que veulent dire les choses, et que quand ils ne comprennent justement pas ce que veulent dire tel ou tel mot, eh bien, on leur a appris à aller chercher la signification, d'autant plus qu'aujourd'hui, ça n'a jamais été aussi facile. Hein. Là, je me permets de faire quelques instants le vieux boomer, mais il y a encore quelques temps, c'était le dictionnaire ou rien pour comprendre le sens d'un mot. Il fallait chercher le gros dictionnaire, le gros pavé, là, plusieurs pages, et feuilleter, etc., et chercher le mot. Aujourd'hui, en plus, c'est encore plus facile, il suffit de taper sur Internet, donc quand même, vraiment, il y a quand même plein d'outils où c'est immédiat, donc il y a encore moins d'excuses qu'avant. Donc voilà, quand on a une scolarité de primaire et de collège, tout cela validé par un brevet des collèges, avant d'entrer au lycée, on passe un brevet des collèges, qui est une espèce comme ça d'évaluation de tout ce qui a été acquis depuis l'école primaire, une espèce de point de situation sur son niveau en français, son orthographe, sa compréhension, son expression écrite, etc. Bref, donc normalement, quand on arrive au lycée, on est quand même quasiment un jeune adulte, en tout cas on est un adolescent, qui sait lire, qui sait écrire, qui maîtrise un minimum l'orthographe, qui sait chercher par lui-même le sens d'un mot qu'il ne comprend pas, qui sait se débrouiller en fait avec un texte, et cela de plusieurs époques, puisqu'il y a déjà eu de l'entraînement par le passé.
Donc là, je me permets en fait d'accabler un petit peu les élèves, mais oui, c'est vrai que le lycée a tendance à un peu trop négliger le sens littéral des textes, et donc saute une étape et se précipite vers la figure de style, c'est vrai. Mais ce ne serait pas si grave, et ça ne devrait pas être grave à ce point, et ça ne le serait sans doute pas, si les élèves de leur côté avaient le niveau. Et oui. Donc là, pour le coup, je retourne la responsabilité vers les élèves. Comment ça se fait qu'arrivés à ce stade-là de leur scolarité, ils ne savent pas correctement lire et écrire? Alors évidemment, on peut indéfiniment repousser la responsabilité vers l'enseignement. Dire qu'ils ont eu des mauvais profs, d'ailleurs moi je n'ai connu que ça, des élèves qui ont eu des mauvais profs. Ils ont eu des mauvais profs, leur prof a été absent, bon ça arrive beaucoup en effet, je sais pas quoi, bon encore une fois le programme qui est mal foutu, j'en sais rien. Bref, ce sera toujours la faute bien sûr, en bonne partie d'ailleurs, des pédagogues. Mais quand même, d'expérience, je le sais, et d'ailleurs je le constatais déjà moi quand j'étais élève moi-même, où je me débrouillais pas trop mal et je voyais bien les difficultés de mes camarades. Il y a aussi beaucoup de mauvaise volonté, de paresse, de flemme, d'inaptitude, d'incapacité, de carence et de lacunes du côté des élèves. À un moment donné, quand vous ne savez pas lire un texte par vous-même et que vous ne savez pas le comprendre par vous-même quand vous êtes au lycée, se pose sérieusement la question de votre place au lycée. Qu'est-ce que vous faites là? C'est que là, le système aussi a fait en sorte que des personnes comme ça soient admises et tolérées au lycée, alors que manifestement, ils n'y ont pas leur place. Elles n'ont même pas le niveau pour le lycée. À une époque, le lycée, c'était même pas accessible à tout le monde. C'était un peu plus élitiste, on va dire. Ça, c'est maintenant plus que démocratisé. Maintenant, c'est devenu systématique. Et pendant longtemps, ça ne l'a pas été. Et donc là, vous voyez, on voit pourquoi. Il y a plein d'élèves qui n'ont pas ou les capacités ou même la volonté de comprendre un texte par eux-mêmes à ce niveau-là. Et à ce niveau-là, c'est problématique. Parce qu'en effet, on peut comprendre qu'au lycée, on a quand même passé le stade de devoir passer 3 heures pour essayer de comprendre ce que veut dire un texte, simplement, littéralement, et que ça, on estime que maintenant, c'est acquis, que les élèves savent faire, et qu'on peut passer la seconde. On peut passer, littéralement, vous voyez, la seconde. On passe la seconde. Bah oui, on passe en seconde. Et donc, on passe à autre chose. Vous voyez, autant je suis extrêmement critique et impitoyable vis-à-vis de l'enseignement par rapport à ces méthodes douteuses et discutables sur l'approche des textes et du français, qui sont des machines à dégoûter du français, autant je ne ferai pas une confiance aveugle, et je ne mettrai pas toute mon indulgence et mon estime envers les élèves dont je sais bien constater toutes les lacunes et les insuffisances, et la mauvaise volonté parfois, et où quand même, il y a quand même l'idée à un moment donné d'une progression à travers les années et les niveaux, et que cette progression ne se fait pas, et que c'est pas normal en fait. On n'est pas censé au lycée devoir analyser un texte comme on le fait en primaire ou au collège, par définition, parce qu'on est au lycée, on est encore à un autre stade, à un autre niveau. Voilà, donc là pour le coup, allez, on peut retourner un petit peu l'accusation. Donc c'est la faute de qui tout ça? C'est la faute des professeurs, des enseignants, des méthodes, ou c'est un peu de la faute des élèves aussi? Réponse, comme toujours, de Normand, les deux, un petit peu des deux, peut-être ben que oui, peut-être ben que non. Alors, ne trouvant pas de figure de style adaptée pour donner une conclusion plus délicate ou élégante, originale ou stylée, je m'arrête ici. Non seulement donc sur ce sujet des figures de style, mais eh bien, cet épisode marque aussi la fin, le final, le grand final du cycle Back is Coming, dans lequel s'inscrivait cette vidéo, mais bon, qui de toute façon s'inscrit aussi plus globalement, bien sûr, dans le contenu de ma chaîne. Donc voilà, que vous ayez ou pas suivi ce cycle Back is Coming, peu importe, cette vidéo de toute façon a sa raison d'être et fait partie de mon contenu en général sur la littérature, etc. Mais bon voilà, pour ceux en tout cas quand même qui ont suivi le cycle Back is Coming, je ne peux pas évidemment ne pas les saluer et les remercier de leur écoute, de leur patiente écoute tout au long de ces 17 épisodes. Donc merci à vous d'avoir suivi ce cycle Back is Coming. Encore et toujours, bon courage à vous si vous passez les épreuves, que la force soit avec vous. Et si vous êtes encore en cours d'année, eh bien, bonne continuation à vous, en espérant que ça vous ait aidé et motivé. Et puis pour ceux qui ne sont plus concernés depuis très longtemps par tout ça, eh bien d'autant plus merci d'avoir quand même suivi ce cycle Back is Coming, puisque pour vous, Back has come, et il y a déjà long ago. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous exprimer dans les commentaires, vous connaissez la chanson. Et donc d'ici de prochains contenus et de prochains sujets, eh bien bonne continuation à vous, portez-vous bien, et donc à la prochaine. Salut les Happy Few!